Un groupe de personnes apparaît sur le pas de la porte de la maison. L'homme blond souriant qu'ils ont enfin trouvé la maison qu'ils cherchaient. Le chef de gang informe grossièrement que nous sommes dans le monde de l'apocalypse et qu'il n'y a pas de place pour un monde civilisé, tenant un club de golf dans ses mains. La fille a demandé à ne pas être jugée pour avoir choisi d'être forte, car elle n'est qu'une femme faible. Le gars allongé sur le sol criait de peur, ne comprenant pas ce qu'ils voulaient tous de lui. Le gars blond l'a frappé avec le club. L'ère glaciaire, 28 semaines plus tard. La nature humaine est elle aussi figée dans cette glace. Quelqu'un marche dans la neige avec de lourdes bottes à crampons, laissant des empreintes de pas derrière lui. Les joues, les cheveux et certaines parties de son corps de cette personne sont déjà glacées. Il avance péniblement à travers la glace et la neige qui ont envahi tout autour de lui. Expirant un énorme nuage de vapeur, le jeune homme aux lunettes regarda autour de lui. Il semblait que cet endroit était encore inexploré. La nourriture et le carburant, qui étaient autrefois faciles à obtenir, étaient devenus des ressources extrêmement précieuses à l'époque actuelle. La glace semblait assez épaisse. Il se leva et baissa les yeux, pensant que la glace supporterait son poids. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Tout trembla. Il sentit la glace sous ses pieds se fissurer et se fendre. Serait-ce un tremblement de terre? Mais comment est-ce possible? Pourquoi maintenant? La glace a commencé à s'effriter. Ce monde gelé, c'est comme si Dieu nous disait que l'humanité est aussi fragile qu'une fine couche de glace et très vulnérable. D'une réaction soudaine et rapide comme l'éclair, il sortit une pioche et essaya de frapper la banquise avec pour avoir une prise. La seule chose à laquelle il pouvait penser était de s'assurer qu'il ne se casse pas. À cet instant précis, sa vie en dépendait. L'église a atteint la cible, mais elle n'a toujours pas pu amortir la chute. Ralentir n'allait pas fonctionner. Il y avait de la neige, de la glace, et le jeune homme volait rapidement vers le bas, directement sur un bâtiment qui se trouvait en contrebas. Il y avait beaucoup de neige en bas. Si ce n'était pas de la neige mais de la glace, le gars serait certainement mort en tombant d'une telle hauteur. Il a eu de la chance. Soudain, il remarque une énorme créature blanche, avec 4 yeux et d'énormes crocs. Cette créature s'appelle une peau blanche, et elle s'attaque aux humains. Heureusement qu'il a survécu à la chute, mais en regardant devant lui, le gars s'en est rendu compte. Cette chance n'en vaut pas la peine. Il courut de toutes ses forces, loin du monstre, partout où ses yeux pouvaient le voir. Tout tremblait, le monstre se précipitait à toute vitesse après le gars. Il n'y avait presque aucune chance de s'en sortir. C'est un désastre, c'est peut-être sa fin, pensa le gars, tandis que la peau blanche le rattrapait. Il ne restait plus qu'un tout petit peu, et ce serait de la malchance. Soudain, il y eut un bruit de craquement, et un gros glaçon, de la taille d'un bloc, suspendu directement au-dessus du monstre, commença à tomber. Le bloc de glace, lancé à pleine vitesse, s'est enfoncé directement dans la tête de la peau blanche, la transperçant de part en part. Peut-être que le bruit avait provoqué le détachement des stalactites. Pourtant, cela lui avait sauvé la vie. Il y eut un grand bruit de craquement. Soudain, d'autres blocs commencèrent à tomber et à s'écrouler. Le jeune homme voulait seulement se détendre lorsque soudainement la situation a commencé à prendre de l'ampleur et est devenue encore plus dangereuse. La seule pensée qui lui traversa l'esprit lorsqu'il se retourna et vit ce qui se passait était que c'était très mauvais. Tout s'écrasait et tombait avec un grondement, la neige du haut des mottes s'éparpillant en lourdes piles directement vers le bas. Le gars qui pensait avoir échappé à toutes les menaces a été frappé par une avalanche. Il lui semblait que c'était ici que son voyage s'arrêterait, que c'était ici qu'il serait enterré vivant. Il s'y résignait presque. La neige et la glace remplissaient tout l'espace où se trouvait, il n'y a pas si longtemps, un chemin de retraite. Une créature lumineuse apparue de nulle part semblait venir appeler à l'aide. Un éclair, des étincelles, des éclairs. Quelque chose comme un courant électrique a touché le gars. Il sentit quelque chose d'inhabituel qui le traversa entièrement, une énergie inexplicable. Le jeune homme ne réalisa pas exactement ce qui s'était passé et se leva du tas de neige comme si de rien n'était. Une étrange marque avait été laissée sur le cou du garçon, émettant une lumière bleue. Mo était dehors depuis longtemps. Le moment était venu pour lui de revenir. Il ne reviendrait pas les mains vides aujourd'hui. Une barre chocolatée avait été retrouvée dans les tas de neige. Une petite victoire. Un grand bâtiment, gelé au point de former de la glace à sa surface. Un jeune homme qui se tenait tout en bas a retiré le couvercle de la bouche d'égout menant à un passage souterrain. C'était le seul moyen restant pour rentrer chez soi à ce moment-là. Le couvercle retiré, le garçon descend à l'aide d'une longue corde pour y descendre. On ne sait pas combien de temps cette vie va durer. Des gens gelés dans des tentes. Comparé au monde extérieur, la situation dans le bâtiment est également assez mauvaise. Lorsque la catastrophe s'est produite,
De nombreuses personnes se sont retrouvées piégées dans ce bâtiment, sans aucun moyen de sortir ou de s'approvisionner. Guy ne pouvait pas imaginer ce que tous ces gens feraient quand les fournitures seraient rares. Dans les réalités actuelles, personne ne pouvait garantir qu'ils ne dépasseraient pas les bornes. Un long couloir, sans personne en vue à l'horizon. Les patrouilles n'ont pas commencé aujourd'hui et cela fait plaisir à Mo. Et voilà que la porte tant attendue arrive. Le jeune homme se précipite chez lui à toute vitesse. Une jolie fille blonde aux cheveux rassemblés en 2 touffes sortit pour le rencontrer à la porte. Le nom de la fille était Xiaoming. Elle courut vers le jeune homme les bras ouverts et était clairement heureuse de le voir. Le garçon était très surpris que la porte soit déverrouillée et il a demandé à Xiaoming pourquoi elle n'était pas verrouillée. La fille a dit avec un sourire qu'elle voulait juste le voir bientôt, serrant fort le gars dans ses bras. Xiaoming était indigné, disant qu'il ne voulait pas la voir rapidement lui aussi, mais le gars a admis avec embarras qu'il le voulait autant qu'elle. Pourtant, la porte aurait dû être verrouillée. Le gars a exprimé son inquiétude, tandis que Xiaoming en voulait à la fille d'être plus importante qu'une porte. Le gars a sorti la barre chocolatée qu'il avait trouvée plus tôt et l'a tendue à la fille. Elle demanda avec perplexité ce que c'était, mais réalisa bientôt que c'était du chocolat. Xiaoming a affiché un sourire, a embrassé le gars et l'a remercié pour le trophée. Elle a demandé si cette barre chocolatée était la seule que le gars avait, et il lui a dit à quel point il l'avait eue durement, qu'elle aurait pu être mangée. Il a conseillé à Xiaoming de le manger rapidement pendant qu'il en avait l'occasion. La fille fit la moue et serra si fort la barre de chocolat dans ses mains qu'elle se brisa. Le jeune homme était assis devant la cheminée, regardant le feu. Il pensait à tout ce qui s'était passé. Il n'arrivait plus à trouver de quoi manger depuis plusieurs jours, et c'était vraiment dommage. Auparavant, ils avaient essayé de planter des graines ensemble, mais rien n'avait germé. Si l'on mange les graines, il n'y a plus d'espoir. Mais si on continue comme ça, tout le monde deviendra fou. Si la viande du monstre n'était pas empoisonnée, les personnes présentes dans l'immeuble n'auraient pas à vivre dans une famine surveillée. Au moins, la graisse de ces monstres est très bonne comme carburant et brûle parfaitement. En pensant au fait qu'ils ne mourront pas de froid dans ce monde glacial, il remarque soudain la date sur son réveil. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Il avait complètement oublié. Et pas étonnant que dans ces conditions, en se mettant en danger tous les jours, on puisse tout oublier. Alors qu'il était sur le point de s'excuser auprès de Xiaoming pour avoir oublié les vacances, il découvrit soudainement qu'elle avait disparu quelque part. On entendit frapper à la porte dans un certain ordre, c'était le signal de Xiaoming. Mais pourquoi a-t-elle quitté la maison? Le gars ne comprenait sincèrement pas ce qu'elle faisait. La porte s'ouvrit. Au coin de la rue, une chauve-souris s'envola vers le jeune homme, il ne put réagir rapidement et tomba au sol. Un coup violent au visage. Un homme nommé Lou Delong sourit et souhaita au garçon un joyeux Noël d'une manière sarcastique. L'homme était visiblement content de lui. Il a simplement demandé au gars s'il était surpris qu'ils aient atteint son but. Xiaoming a commencé à crier fort que l'homme avait caché toute la nourriture et qu'il voulait la piéger avec un morceau de chocolat. La fille a continué à crier fort sur le gars et l'a accusé d'apporter un sac à dos rempli d'air. Le blond prit un club de golf et le frappa de toutes ses forces sur le sol. Il dit qu'il avait pitié du jeune homme en tant qu'être humain. Il a dit que nous étions dans un monde d'apocalypse et qu'il n'y avait pas de place pour la paix civilisée ici. Quelle fille s'en prendrait à quelqu'un qui ne peut pas la soutenir? Les hommes faibles n'ont que 2 choix, soit dépendre des forts, soit devenir la proie des faibles. Tel était le message que le bandit tentait de transmettre au gars. L'homme n'a qu'une seule condition. Il doit renoncer à toute sa nourriture. Cependant, il ne comprenait pas quoi faire dans cette situation, car cette barre chocolatée était tout ce qu'il avait réussi à obtenir depuis quelques jours. L'homme balance son club et dit que puisque le gars refuse de dépendre des forts, il deviendra la proie des faibles. Coup de poing. Ce type ne veut pas abandonner, mais pas comme ça. C'est la dernière chose qu'il voudrait faire. Il veut vivre. Soudain, tout a changé. Il y a une sorte de bureau dans les environs. Le jeune homme reprend ses esprits et ouvre les yeux. Il crie fort le nom de cet homme blond aux cheveux blonds et se lève de son bureau. Mais que se passe-t-il? Comment cela est-il arrivé? Où sont Lou Delong et Xiaoming? Pourquoi est-il encore en vie et complètement indemne? Le gars lui-même n'a pas pu trouver les réponses à ces questions. La ville semble normale, sans glace ni neige. 28 heures après le début de l'ère glaciaire mondiale. Il est réellement ressuscité. Ce n'est pas une illusion. Tout cela se passe pour de vrai. Mais il est ressuscité alors qu'il travaille des heures supplémentaires, entouré de nombreux rapports inachevés. Quelle ironie! On ne comprend pas vraiment pourquoi on doit faire des heures supplémentaires, comme si le corps le faisait instinctivement. 24 heures après le début de l'ère glaciaire mondiale,
la ville semble reprendre son cours normal. Les manifestations continuent dans la ville du Queens. Le service de police a déployé toutes ses forces pour maintenir l'ordre. Toute l'élite de Manhattan s'est divertie lors d'une soirée exclusive. Les gangs de Brooklyn continuent de sévir dans les rues les plus sales. Personne dans la ville ne sait ce qui l'attend, sauf un homme qui a eu sa chance. Tout le monde prend des photos des aurores boréales, pensant seulement que c'est beau, et pourtant c'est un signe d'une période glaciaire que personne ne soupçonnait. La seule personne qui pourrait appeler un gars à un moment pareil est une fille blonde frivole. La même Xiao Ming, la petite amie de Mo qui avait choisi de se ranger du côté des bandits, était tout simplement éblouie par sa beauté. À cause de la façon dont elle a agi, il a décidé d'y mettre un terme immédiatement. Dès que l'appel a commencé, Xiao Ming a immédiatement parlé des aurores boréales. Elle a ensuite déclaré qu'elle avait dépensé tout l'argent de sa carte de crédit et a demandé à en emprunter un peu. Mo lui a simplement dit de ne plus l'appeler et qu'il rompait. Xiao Ming a essayé de lui demander ce qui s'était passé et pourquoi Mo agissait comme ça, mais le gars a raccroché. Après quoi, sans aucune hésitation, il a supprimé le contact de la fille de son téléphone. C'était sa deuxième chance, une chance de faire ce qu'il fallait. Il avança rapidement, réfléchissant à ses actions futures. Toutes les femmes qui pourraient faire du mal à Mo seraient gelées dans la glace de l'apocalypse à venir. Brooklyn, la ville la nuit avec les aurores boréales en arrière-plan. C'est vraiment magnifique. Encore une chance. Et cette fois, le gars sait exactement ce qu'il doit faire et saura bien se préparer. Dans une vie passée, ou plutôt dans une boucle précédente, dans les 24 heures précédant l'ère glaciaire, la température commencera lentement à baisser jusqu'au point de congélation. Il ne reste que 28 heures avant que le monde ne gèle. À mesure que les températures baissent, les gens commenceront à prendre conscience du problème et bientôt, la société sombrera dans le chaos le plus complet. Mo a encore un peu de temps pour rassembler des provisions, mais il ne reste qu'une heure pour une sorte d'incursion dans la ville. Et, en plus des fournitures habituelles, dans le chaos qui a commencé, il a besoin de quelque chose pour l'aider à se défendre. Comme une arme, par exemple. Les policiers qui passaient par là pensaient que quelque chose n'allait pas chez cet homme, et il avait l'air suspect. Un policier est sorti de sa voiture et a crié à l'homme de rester immobile et de ne pas bouger. Son jeune partenaire s'est joint à eux en criant « Les mains en l'air !» Et ensemble, ils ont couru vers Mo, les armes au poing. Le jeune partenaire a annoncé par radio qu'ils avaient localisé le suspect du vol. Le quartier est vraiment dangereux, car ils ont pris Mo pour le voleur. Ils ont demandé ce qu'il y avait dans les manches du gars, il a levé les mains et a sorti un téléphone portable de sa poche. Remarquant qu'il ne reste plus de temps sur le chronomètre, le héros se rend compte qu'il ne peut pas perdre de temps avec les flics pour le moment. Le gars espère juste qu'après la recherche, ils le laisseront partir et que tout sera terminé, alors il fait patiemment ce que les forces de l'ordre lui demandent. Le policier plus âgé apprend aux débutants que ce n'est pas une bonne idée d'approcher le suspect. C'est dangereux. Le plus jeune a demandé à Mo de montrer le contenu de son sac, en sortant toutes ses affaires de là. Mo a balbutié, essayant d'expliquer qu'il n'était qu'un simple employé dans une entreprise ordinaire. Il a commencé à sortir son téléphone portable, mais le policier l'a pris pour autre chose. Un jeune collègue a crié, paniqué, que le gars avait une arme et a pointé son arme sur lui. Il y eut une forte détonation, la balle volant rapidement vers sa cible. Il a survolé les paysages de la ville, les bâtiments, les routes et les aurores boréales que toute la ville admirait désormais. Est-ce que sa seconde chance de continuer à vivre s'arrêterait là? Non, pas comme ça. Il n'abandonnera pas. Mo veut vivre. Une impulsion d'énergie, aussi vive qu'un choc électrique, traversa tout le corps de l'homme. Une lueur bleue apparut autour de Mo, alors que la balle tirée par le policier continuait de voler vers lui. Les policiers ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Ils étaient en proie à une terreur inexplicable. Le gars, par contre, pouvait désormais voir clairement la balle. Il pouvait la distinguer même à une grande distance. Le temps semble avoir ralenti. Quelque chose de vraiment incroyable se produit. Il esquive la balle au dernier moment. Cela ne ressemble pas à une illusion. Le policier est trempé jusqu'aux os. Mo hurle que l'officier vit de ses impôts et qu'il vient de tirer sur son contribuable. Dépassé par le temps, Mo s'est résolument avancé en pensant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec un tel idiot. Le policier a tiré une autre balle en direction du gars, ne sachant pas quoi faire d'autre dans une situation comme celle-ci. La douille tombe avec fracas et touche le sol. On entend un grondement métallique. Comme par magie, Mo, à grande vitesse, courut vers le jeune policier et le frappa au visage de toutes ses forces. Il a volé assez loin en arrière. Son collègue plus âgé ne semblait pas avoir pleinement réalisé ce qui se passait. Lorsqu'il se retourna, tremblant de peur,
il vit le corps de son partenaire pressé contre la pierre. L'homme hurlait de peur et d'incompréhension de ce qui se trouvait exactement devant lui et de ce qui s'était passé en général. Mo, entouré d'énergie bleue, continuait à avancer résolument sans s'arrêter. Lui-même ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé, mais il n'avait toujours pas le temps de s'en occuper. Il devait passer à autre chose. Après tout, la ville, qui a été recouverte par les aurores boréales, se transformera bientôt en un désert de glace sans vie. Un officier supérieur informe par radio que son collègue a été blessé et que le suspect a pris la fuite. Le pistolet de service a également été perdu. L'homme a répété le message à plusieurs reprises. L'éclair d'énergie bleue s'éloignait de plus en plus de la scène à une vitesse vertigineuse. Mo volait à travers les rues et les routes, parcourant de grandes distances en quelques secondes. Il a couru chez lui parce qu'il ne savait plus où aller après tout ce qui s'était passé. Il s'accroupit sur le sol, essayant de reprendre son souffle et de reprendre ses esprits. De nouveaux souvenirs tourbillonnaient dans sa tête. Mo n'arrêtait pas de se demander si ce qui s'était passé était réel et comment il avait réussi à y parvenir. Il a sorti l'arme qu'il avait prise alors que l'officier supérieur était sous le choc. Pointant l'arme sur lui-même dans le miroir, il se demanda s'il devait réessayer. Un coup de feu, un bruit assourdissant et une douille qui s'envole. Le gars n'a pas hésité une seule seconde. À nouveau une lueur bleue, le temps ralentit, Mo se concentra sur la balle. Le gars se déplaçait à une vitesse vertigineuse. Une brume bleue engloutissait tout autour de lui. La balle a fini dans la paume de sa main. Mo était convaincu qu'il avait acquis des super-pouvoirs, mais à peine, du givre apparaît sur son corps. C'était peut-être grâce à la grande vitesse que le jeune homme était désormais capable d'utiliser. Comme un avion supersonique, cette puissance était directement liée à la vitesse. Considérant ce que Mo sait déjà de l'avenir, ce super-pouvoir l'aiderait à garder une longueur d'avance. Soudain, on frappa à la porte. Mais qui avait pu arriver si tard? C'était la propriétaire de l'appartement. Il semble qu'elle ait entendu du bruit dans l'appartement et qu'elle ait décidé de vérifier ce qui se passait. La femme a immédiatement demandé si c'était le bruit d'un coup de feu. On dirait que le gars va avoir des ennuis maintenant. En réponse à un message du téléviseur, le gars a dit que c'était de là que venait le bruit, mais la télécommande était cassée et il ne pouvait pas changer. La télévision parlait d'un vol dans une supérette. La sécurité ici est déplorable. Mo remercia la propriétaire, Madame Fang, pour son attention tandis qu'il la raccompagnait hors de l'appartement. Elle lui conseilla simplement de ne pas trop travailler. La porte de l'appartement 409, où vivait Mo, s'est fermée. Il fallait maintenant penser à des choses importantes. La question des provisions était à l'ordre du jour. Comment résoudre ce problème? La propriétaire a mentionné le supermarché le plus proche. Il devrait certainement avoir tout ce dont on a besoin pour survivre. Il était temps de sortir et de faire des provisions. Maintenant, Mo avait un objectif concret. La jolie vendeuse se sentait clairement fatiguée. Il y avait des caméras partout dans le magasin, mais cela ne dérangeait pas beaucoup le gars sur le moment. L'essentiel était maintenant de rassembler les provisions. En s'approchant des étagères du magasin, il fit rapidement l'inventaire de ce dont il avait besoin. Puis il s'est envolé à la vitesse de l'éclair, ramassant ce dont il avait besoin en chemin, à travers tous les racks et vitrines. Tout s'est passé si vite que la fille n'a même pas remarqué que quelque chose se passait alors qu'elle bâillait. Soudain, la caisse enregistreuse elle-même s'est mise à imprimer un énorme chèque, de plusieurs mètres exactement. La vendeuse regarda le chèque, qui était toujours en cours d'impression, sans voir la fin du processus. Est-ce que quelqu'un faisait des courses en ce moment? Mo a laissé un message sur le reçu. Il a écrit à la jeune fille de rentrer chez elle et de ne pas avoir peur. Le vendeur n'a pas compris ce qui se passait. D'abord un agresseur, maintenant un fou aussi. Étrange journée, pensa la fille. Le type aux cheveux verts et aux lunettes avait une arme sur lui. Un autre est entré avec lui. L'homme aux cheveux verts s'excusa sournoisement et posa le pistolet sur la tête de la pauvre vendeuse. Il a crié que c'était le moment du vol, s'imaginant être un dur à cuire. Cependant, cela n'allait pas se produire aujourd'hui, car Mo s'est présenté à l'extérieur du magasin et a entendu les voleurs crier de loin. Le pistolet ainsi que le corps du gars étaient recouverts d'une couche de givre et de la vapeur circulait tout autour. Quelque chose de très grand et de très froid est soudainement apparu sur le pas de la porte du magasin. Le deuxième voleur regarda la porte avec choc et dit à son partenaire de faire de même. Un monstre avec de nombreux yeux et de nombreuses dents est entré dans le magasin. Il faisait vraiment froid. Le gars aux cheveux verts ne s'attendait clairement pas à ça. Quand il a vu le monstre, il est devenu terrifié. L'homme avec l'arme a commencé à tirer sur le monstre, paniqué, balle après balle. Cependant, les balles ont simplement traversé le monstre sans lui causer le moindre inconfort. Les gars ont réalisé que le monstre était invulnérable.
La créature a tendu les bras pour attraper l'homme aux cheveux verts. L'énorme paume saisit l'agresseur en entier et le fit tomber du sol. La jeune fille a paniqué et a saisi son téléphone à temps pour capturer ce qui se passait sous ses yeux. La vidéo est parvenue au commissariat de police. Ils ont observé la situation depuis l'écran de leur téléphone. Un officier subalterne a déclaré que cette pratique était très populaire ces derniers temps. Est-ce que ça semble être terminé? Non, ça ressemble plutôt à un message d'urgence du gouvernement. L'officier a déclaré qu'une alarme s'était déclenchée. Les systèmes de sonorisation ont commencé à transmettre une sorte de signal. Tout le monde a compris qu'il s'était passé quelque chose. Mo s'est présenté à la porte du département de la sécurité intérieure. Un nuage de vapeur autour de lui. L'homme regarda par la fenêtre et réalisa que le moment était arrivé. Il avait commencé. Le système d'alerte transmettait un signal par tous les canaux. Les autorités demandaient de ne pas quitter la maison, de fermer toutes les fenêtres et les portes, de ne sortir sous aucun prétexte. La vague de froid approche lentement. La première à être touchée fut Brooklyn. 58 immeubles dans un nouveau quartier, des appartements ordinaires. Nous recevons des signaux du département de la sécurité intérieure. Les agents se sont demandé ce qui pouvait bien pousser le département de la sécurité intérieure à intervenir. Et maintenant qu'ils étaient impliqués, quelle était la gravité de l'incident? Une fille en blouse médicale fume une cigarette tandis qu'une alerte de sécurité tourne sur son téléphone. Pas d'accident cette fois-ci, pensa Mo. Maintenant il sait exactement quoi faire. Un homme en veste de fourrure tire sur sa cigarette et demande à ses subordonnés si l'otage est prêt à parler. Un homme aux cheveux bleus et au nez blessé se plaque contre le mur en disant qu'il ne sait rien. Ses mains sont liées et il n'a aucun vêtement sur lui. Un homme fumant une cigarette demande sarcastiquement si ses paroles sont vraies. Apparemment, la réponse est déjà connue à l'avance. Il tend son téléphone avec la publication du gars sur les réseaux sociaux. La photo le montre dans la même pièce que la fille. Elle est inconsciente, très probablement sous l'effet d'une substance quelconque. C'est la fille du patron. Le gars pleurait et jurait qu'il ne savait rien pendant que l'homme fumait tranquillement une cigarette. Le bandit fait remarquer que les racailles comme ce type ne peuvent qu'espérer la miséricorde de Dieu. Il a tiré de force le bras du gars et l'a placé sur la table pendant que le blessé hurlait de peur. Coup de couteau. L'homme a compté quelque chose qui ressemblait à des doigts avec un sourire. 1, 2, 3, 4, 5. Que faire de ce type maintenant? C'était exactement la question que le membre du gang avait posée à Luo. Le gangster lui a ordonné de trouver une chaudière et de déposer le gars là-dedans pour payer son péché. Le sac est tombé. Les hommes qui le transportaient ne lui souhaitaient rien d'autre que de reposer en paix. Le gars avec le chapeau se demandait ce qui se passerait si la chaudière explosait. Elle a l'air assez vieille. Mais l'autre gars l'a juste pressé, disant que frère Luo les attendait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le premier bandit regarda avec effroi la chaudière. Soudain, il y eut une explosion. La chaudière vola en éclats et projeta le bandit au loin. L'homme aux cheveux roux est allé aider son collègue en disant qu'il leur avait jeté un mauvais sort, mais le gars au chapeau pensait visiblement à autre chose. Au même moment, Mo était déjà en train de terminer ses structures pour assurer sa subsistance. Il vissait une vis dans la structure. Poussant un soupir de soulagement et s'asseyant sur le sol, entouré de caisses de plants de plantes, il termina le cadre pour la croissance des plantes. Avec ses fournitures, il pourrait tenir assez longtemps sans sortir. Mais même cela ne suffisait pas. Il avait besoin d'en obtenir davantage. Les réserves vont s'épuiser, donc l'autosuffisance stable est la clé pour le moment. L'objectif de Mo est une pièce qui lui fournira entièrement ses besoins. Le gel dure depuis presque 1 heure maintenant. Mo doit accélérer un peu. Cette fois, c'est du temps que dépend sa vie. On frappe à la porte, mais on ne sait pas vraiment qui a pu être amené à 1 heure aussi tardive, surtout dans les circonstances actuelles. Maintenant, le gars a un sentiment de déjà-vu lorsqu'il ouvre la porte de cet appartement. Un agent de sécurité se tenait sur le seuil. Il s'est excusé d'avoir dérangé les passants à cette heure-ci. L'homme a demandé à l'officier supérieur ce qui se passait et ce qui les avait poussés à venir ici à cette heure-ci. Ils ont raconté à l'antenne que la température extérieure avait soudainement chuté et que le chauffage ne fonctionnait plus. Les gardiens avaient peur que les gens ne fassent pas attention, alors ils sont venus en personne prévenir les habitants. Quelque chose de similaire s'est produit la semaine dernière. À ce moment-là, le chauffage était en panne et n'avait pas été réparé. Au moment où le gars a décidé de réparer celui qui était cassé, il était complètement détruit. On ne peut pas faire une erreur pareille, surtout maintenant qu'il faut tout réparer le plus vite possible. Mo a demandé à être emmené chez lui, disant qu'il pouvait tout réparer lui-même. La porte de l'appartement numéro 409 claqua. L'endroit était devenu très fréquenté ces derniers temps. Les gardes ont demandé où allait le gars,
et il a demandé si la chaufferie était par là. Les gardes ont dit que la chaufferie de cette maison était au sous-sol. Il a donc dû descendre au sous-sol. Mo se souvint de la propriétaire. Madame Fang en avait parlé. La chaufferie devait être à l'étage. Le gars pensait déjà qu'il avait mélangé quelque chose, mais il est resté vigilant et très prudent. Les gardes et le jeune homme arrivèrent sur place. Le garde le plus âgé remarqua qu'il faisait vraiment très froid dans le sous-sol. Mo pensait que cette brume avait l'air un peu suspecte, tandis que le garde commençait à lui demander quelque chose. Mo a fait quelques manipulations et a touché le boîtier métallique de la chaudière. Il y avait un étrange liquide bleu sur le métal, et il s'est également retrouvé sur les mains du gars. Le garde subalterne a demandé si tout allait bien, s'il y avait un problème. Soudain, quelque chose qui ressemblait à un monstre a commencé à grandir rapidement et à augmenter en taille. Le garde supérieur était trempé de terreur, ne comprenant pas ce qui se passait. Le monstre non identifié avait atteint une taille énorme. Au milieu de son corps se trouvait une énorme bouche. Mo savait qu'il devait faire quelque chose. Il a décidé d'utiliser son super pouvoir. À toute vitesse, avec toute la force qu'il avait, le gars s'est précipité en avant pour protéger sa connaissance. C'est arrivé juste à temps, car le monstre était sur le point de l'attraper. Et une seconde de plus, et le vieux Joe aurait pu perdre la tête, mais Mo était arrivé à temps. La porte menant au palier était toujours ouverte. Tant que le gars se déplaçait à cette vitesse, ils avaient une chance de s'échapper. Quelque chose ne semblait pas s'être déroulé comme prévu. Le monstre rattrapait rapidement le gars. Mais Mo ne comprenait pas comment le monstre pouvait le suivre, puisqu'il avait une capacité de vitesse ultra élevée. Peut-être parce qu'il portait le vieil homme Joe, sa vitesse avait ralenti. Le gars s'est sincèrement excusé auprès de sa connaissance. Cependant, il avait quelque chose de dangereux à faire. Mo a été obligé de jeter le garde à travers cette porte pour le sauver. Il le jeta de toutes ses forces. C'était dangereux, mais il n'y avait pas d'autre issue. Le garde s'est précipité vers la porte à toute vitesse. Tout s'est passé si vite qu'il ne s'est rendu compte de rien du tout, mais l'important était que ça ait fonctionné. Son corps a volé à une vitesse vertigineuse sur toute la distance et est sorti par la porte. Cependant, Mo était toujours en danger, car le monstre était déjà très proche. Le monstre avait rattrapé le gars et était suffisamment proche pour le manger. Mais miraculeusement, cela ne s'est pas produit. Le gars, essoufflé, réfléchissait à ce qu'il allait faire ensuite. Il était épuisé, mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. Un monstre blanc avec un énorme groupe d'yeux, respirant lourdement, marmonnait quelque chose de terrifiant. Cela semblait être lié au garde. Du moins, c'est ce que pensait le gars. Mais pourquoi? Mo s'est rendu compte qu'il devait rapidement aller au fond des choses. Alors qu'il portait le vieux Joe sur son dos, le monstre a réussi à le rattraper, mais une fois qu'il l'a lâché, tout a changé immédiatement. Mais maintenant, sans lui sur ses épaules, il était plus rapide que cet énorme et terrible monstre. Mais je me demandais s'il pouvait y avoir une condition qui rendrait ses capacités inefficaces. Le monstre continuait à rattraper le gars. Juste au moment où il était sur le point de frapper, Mo se souvint enfin de sa force. Ce que l'on pouvait savoir avec certitude, c'est que cette condition n'avait rien à voir avec le monstre. Cela devrait donc probablement être lié au vieil homme Xiao ou à autre chose. Lorsque Mo l'a lancé, quelque chose d'étrange s'est produit. Une énergie similaire émanait de lui lorsqu'il avait utilisé son super pouvoir plus tôt. Il y avait des cailloux partout. Soudain, il comprit quel était le problème. Autrefois, lorsque les gens affrontaient des monstres, ils n'avaient aucune chance de survivre. Et quand ils les voient, ils ne pensent qu'à fuir, à la peur et à la panique dans leur esprit. C'est complètement différent maintenant. Si son intuition était correcte, l'ancienne proie pourrait aussi devenir chasseur. Mo ramassa un caillou du sol et le plaça dans sa paume, le remplissant d'énergie. Il rassembla toute sa puissance et lança la pierre vers le monstre à une vitesse vertigineuse. Son intuition s'est avérée exacte. C'était exactement comme il le pensait. Sa capacité ne fonctionne que sur les cibles couvertes d'énergie. Tant qu'ils sont couverts d'énergie, il peut accélérer. Avec l'accélération, l'énergie cinétique des objets augmente. Même une petite pierre accélérée jusqu'à un certain degré pourrait avoir la puissance d'un canon électromagnétique, et cette pierre frapperait la cible avec précision et une force énorme. Quelque chose s'est mal passé. Du liquide bleu s'est échappé des yeux et du nez de Mo. Il y avait aussi un liquide bleu sur le bras du gars. Il a supposé que c'était du sang. Les yeux continuaient à se remplir de ce liquide. Le gars se sentait très malade. Il avait la nausée. Au même endroit, il s'effondra sans force sur le sol froid, déjà recouvert de glace et de neige. À ce moment-là, la seule chose à laquelle il pouvait penser était qu'il faisait si froid. Le vieil homme sauvé apparut au loin. Mo essaya de l'appeler.
Le garde qui venait d'être secouru par l'homme lui criait de garder les yeux ouverts. Certaines personnes se sont informées qu'il y avait un vent extrêmement fort dehors et que le gars ne pouvait pas être emmené à l'hôpital. Les portes étaient gelées et ne résisteraient pas au blizzard. Il faut trouver quelque chose pour bloquer les portes, sinon tout le monde va mourir de froid. L'homme ordonna d'aller dans la salle de garde et d'allumer le chauffage. Le garde a essayé d'expliquer à la propriétaire ce qui s'était passé, mais elle a seulement répondu qu'il devait monter à l'étage et trouver Xiaozhu. Une silhouette familière marchait à côté du garde. Il s'excusa de l'avoir dérangé. Une jeune fille vêtue d'une blouse médicale se tenait à côté du garde qui avait été sauvé du monstre. Elle a demandé à l'homme de regarder ce qui se passait dehors, au lieu de s'inquiéter pour le patient. À cette température corporelle, il est encore vivant. La jeune fille a mentionné le surnom de l'homme cryogénique. Ce nom lui aurait été donné par des témoins de l'incident. La jeune fille enregistre ses notes sur un magnétophone. Enregistrement 409. Patient de sexe masculin, âgé de 20 à 25 ans, symptômes suspects d'empoisonnement. Signes vitaux anormaux. Température corporelle d'environ 10 degrés Celsius, mais pouls et réflexes nerveux sans anomalie. C'était vraiment un phénomène étonnant, pensa la jeune fille. Cette affaire semblait l'intéresser beaucoup. La centrifugeuse a émis un signal indiquant qu'elle avait terminé. La séparation du sang est terminée. Intéressant. Il semble que la fille n'avait jamais rien vu de tel auparavant. L'apparence du sang avant centrifugation n'est pas différente de la normale. Mais après, certaines impuretés bleues sont séparées. L'analyse sanguine prendra un certain temps. Le médecin continue d'observer les caractéristiques externes du patient. Si vous ne regardez pas de près, vous pouvez le prendre pour des veines, mais cela ressemble plus à une réaction allergique. Soudain, comme après un choc électrique, le gars ouvrit les yeux et sauta de sa couchette. La fille le regarda avec indifférence, remarquant qu'il était réveillé. Le garçon commença à lui demander ce qui s'était passé. Le médecin a simplement conseillé froidement à Mo de ne pas bouger pour le moment. Il lui a demandé, perplexe, qui elle était. Elle sourit et allume un feu avec un briquet pour allumer une cigarette. Le médecin sans licence le plus courant, ça ne semble pas très rassurant, mais faute d'alternative, ça fera l'affaire. La jeune fille n'a pas voulu révéler son nom. Elle a seulement demandé à être appelée Doc Zhu. Le médecin a demandé avec une grande curiosité comment exactement cet homme s'était retrouvé dans une telle situation. Le docteur Zhu a admis qu'elle n'avait jamais vu de tel spécimen auparavant dans sa vie et lui a demandé de raconter ce qui s'était passé au sous-sol. La jeune fille a admis qu'elle était désormais très intéressée par le gars. Dans quel but exactement? Il n'est pas difficile de deviner. Brooklyn. La température extérieure est de moins 29 degrés Celsius et continue de baisser. La température corporelle la plus basse est de 13 degrés et 7 dixièmes. C'est la température minimale jamais enregistrée au cours de la vie d'une personne. À cette température, les cellules du corps commencent à se dégrader. Cependant, des températures inférieures à 32 degrés peuvent entraîner une fibrillation auriculaire, appelée hypothermie. Les filles ont sorti le thermomètre qui se trouvait dans la bouche de Mo, en disant que le temps était passé. Elle a ajouté que le gars pouvait également regarder la mesure lui-même. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. 11 degrés et 5 dixièmes était une température incompatible avec la vie. Le gars se demandait si c'était à cause de ses capacités. Cela pouvait-il être dangereux et aggraver son état? Mais il n'y avait pas le temps d'y penser maintenant. Il fallait en finir avec tout cela rapidement. La fille tenait la cigarette entre ses dents, détendue et prenant tranquillement de nouvelles bouffées. Le pied de Mo touche le sol, mais entre en contact avec quelque chose d'humide et s'éloigne dans l'autre sens. Le gars a l'impression d'avoir une impression de déjà-vu. Le médecin dit qu'il est trop faible en ce moment, mais cela ne l'intéressait pas beaucoup. La jeune fille semblait déjà avoir deviné ce qui lui arrivait. Elle ne voulait pas tourner autour du pot, alors elle lui a demandé directement s'il avait des super-pouvoirs. Il était déconcerté. Comment avait-elle pu deviner? Est-ce vraiment si évident? Ou en sait-elle plus? Mo n'a pas le temps de discuter avec elle en ce moment. Il lui demande si elle a décidé de jouer au docteur. Ce à quoi Doc Zhu répond qu'elle ne devrait pas du tout être sous-estimée. Le gars s'est rendu compte que dès qu'il aurait récupéré, il devrait quitter cet endroit immédiatement et continuer le plan. Le médecin, tout en sirotant une cigarette, demande si le patient va bien. Elle voit qu'il se sent à nouveau mal. Peu importe à quel point le gars essaie, il ne peut pas utiliser ses super-pouvoirs pour le moment. Compte tenu de son expérience passée, il savait que cela allait commencer. Il devait se ressaisir et faire quelque chose. Une silhouette familière entra tranquillement dans le cabinet médical. L'homme était un chef de gang aux cheveux blancs que Mo avait déjà rencontré. L'homme a dit qu'ils avaient besoin de voir ce que le docteur Zhu leur montrerait. La porte du bureau numéro 509 s'est fermée.
Quelque chose était sur le point de se produire. La fille continuait tranquillement à fumer une cigarette. Le garçon, lui, était assis par terre et ne savait pas à quoi s'attendre. Le gars a crié parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui en ce moment. Jou serra la cigarette entre ses dents, même elle avait déjà réalisé qu'elle était dans le pétrin. Elle tendit la main au gars et lui proposa de l'aider à se relever. Mo se demandait ce qui se passait dehors. Le médecin lui dit qu'il comprendrait s'il y réfléchissait par lui-même. Le gars lui a immédiatement demandé d'expliquer la situation. La fille n'a pas hésité à dire ce qu'elle savait. Elle posa lentement sa main sur son oreille et lui dit doucement que s'il voulait vivre, il devait faire ce qu'elle lui disait. Elle lui dit de fermer les yeux et de faire comme s'il était mort. Le garçon obéit, car il n'avait pas d'autre choix. Quelqu'un appuie sur le bouton pour ouvrir les portes, mais c'est exactement ce que le docteur Jou attendait. Une silhouette d'homme familier entre dans le bureau. C'est Lou DeLong. Mo le rencontrera dans le futur que nous avons déjà vu. Il m'a demandé de lui pardonner de l'avoir dérangé. Il se tourne vers le médecin, à qui elle répond par une contre-question sur ce dont il a déjà besoin. L'homme se demandait s'il pouvait entrer, et si le médecin n'y voyait pas d'inconvénient, elle les laissait entrer. Mo est resté allongé là sans bouger, faisant semblant d'être mort. L'homme aux cheveux blonds savait que le gars de l'appartement 409 était ici maintenant, et s'intéressait ouvertement à lui. Le meneur a souri et a dit qu'il était désolé que le gars soit décédé. À Brooklyn, la température continue de baisser rapidement. Il fait déjà moins 40 degrés Celsius. Chaufferie. 2 collègues discutent du fait que l'un des voyous regardait son père allumer la chaudière quand il était plus jeune et pensait qu'il ne pouvait pas être aussi bon que lui. Mais maintenant, en regardant en arrière, il se rend compte que son père, avant qu'il puisse terminer son discours, l'autre gars l'interrompt en disant que ce n'est qu'une basse température et que lorsque cela reviendra à la normale, il n'aura plus à plaindre son vieil homme. Le gars demande au patron s'il pense que les choses vont revenir à la normale. Il n'en est pas sûr lui-même. Mais autrefois, les informations du gouvernement arrivaient toutes les 20 minutes. Maintenant que l'Internet est en panne, le gouvernement semble avoir abandonné. Ce refroidissement pourrait être la punition de Dieu pour tous les péchés de l'humanité. Le garde a invoqué l'injustice, car d'une certaine manière, Dieu ne punit pas les gens comme Lou DeLong. Le bandit dit qu'il est désormais le maître du lieu, car il a créé un ordre très harmonieux, à son avis, que chacun est désormais obligé d'observer afin d'éviter les ennuis. Mais en fait, il a simplement ordonné à ses hommes de sortir toute la nourriture des appartements, sinon le chauffage serait coupé, a révélé le garde. Le bandit sourit et se demanda « N'est-ce pas le plan parfait? Quid pro quo, c'est comme ça que ce monde fonctionne. » Le vieux Joe avait vraiment envie de frapper cet homme pour avoir dit ça. Ce n'est pas juste qu'un monstre comme lui ne soit pas puni pour ses péchés. Tout le monde récoltera les fruits de sa rupture avec l'ordre donné par l'homme. Lu a mentionné que le gars de l'appartement 409 avait quitté ce monde, exprimant sarcastiquement sa pitié pour la situation. Monsieur Mo, le vieux Joe n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Après tout, c'était Mo qui l'avait sauvé du monstre qui se trouvait dans ce même sous-sol. Au même moment, au cabinet médical, le docteur Joe dit au gars qu'il peut venir au cabinet dès qu'il aura terminé. Mo répond que le médecin devra probablement l'attendre un moment. Pour une raison quelconque, il a beaucoup de mal à s'habiller. Il enfile avec beaucoup de difficulté une blouse médicale. Se sentant très tremblant et faible, il s'approche du docteur Zhu. Le médecin se demande s'il sait depuis combien de temps il est dans cet état. Du point de vue de Mo, cela fait environ 2 heures. Mais le médecin lui répond froidement que cela fait 6 jours. Horrifié par tout le temps perdu et par tout ce qui s'est déjà passé, le gars se rend compte que les bandits ont déjà tout pris en charge. La jeune fille lui apprend que Lou contrôle tout le système de chauffage. Sa condition, soit les gens lui donnent à manger, soit le meneur éteint leur chauffage. Elle continue en disant que plusieurs familles ont été obligées de sortir pour trouver de la nourriture. Mais maintenant sortir est très dangereux, et tous les courageux qui sont sortis ne sont probablement plus parmi nous. Un souvenir traversa l'esprit du garçon. Qui était ce Lou DeLong et de quoi il était capable? Il n'a toujours été qu'un animal vil. Mo demande au médecin s'il existe un moyen de guérir son corps. La fille sourit avec une cigarette entre les dents, prit une bouffée et répondit qu'il y avait un moyen, mais que ce n'était pas si simple. Elle a seulement quelques conditions, car elle est un médecin atypique et travaille à perte. Exhalant une énorme bouffée de fumée, le docteur Jou demande si le gars accepte l'offre qu'elle vient de faire. Mo s'interroge sur les conditions précises, mais dit qu'il fera n'importe quoi. Il a tout intérêt à accepter, même si le prix est élevé, même si sa vie est en jeu. En réponse, la fille s'approche résolument du gars et le prend par le menton,
l'informant avec un sourire qu'il sera désormais son rat de laboratoire. Elle assure au garçon qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car ses recherches ne feront aucun mal à Mo lui-même. Comme elle l'a dit, elle s'intéresse beaucoup à lui. Sentant une main sur sa joue, il répond qu'il accepte la proposition du docteur Zhu. Elle lui a dit qu'elle avait découvert une substance inhabituelle dans son sang, mais on ne savait toujours pas exactement de quoi il s'agissait. Ces substances absorbent le rayonnement thermique. Elles aident le corps à convertir ce rayonnement en énergie qu'il utilise pour ses super-pouvoirs. Cela se produit lorsque le corps manque de calories. Cependant, le corps restera dans cet état jusqu'à ce qu'une certaine quantité d'énergie soit absorbée. Pour faire simple, le corps de Mo ressent la faim. Il n'a donc pas l'énergie et la capacité d'utiliser ses capacités. Mo précise s'il doit manger plusieurs fois plus, ce à quoi le docteur Zhu répond par l'affirmative, mais elle n'a pas beaucoup de nourriture, elle doit l'obtenir ailleurs. L'homme se rappela qu'il s'était préparé à ce moment. Il répondit qu'il avait une idée et que le médecin n'avait pas à s'en inquiéter. En passant devant les cages d'escalier, Mo pensait au fait qu'en ayant le temps d'aller au magasin, il s'était fourni une sorte de coussin de sécurité. Il était heureux d'être préparé à quelque chose qu'il n'aurait pas pu anticiper. En voyant les bandits près des appartements, il pensa qu'arriver à l'appartement serait un énorme exploit. Et il est déjà à la porte tant convoitée qui mène à son havre de paix, entrant directement. Il appuie sur le lecteur d'empreintes digitales, la porte s'ouvre, rien d'inattendu. Ce qu'il vit à l'intérieur le choqua. L'appartement tout entier était recouvert de givre. Presque toutes ses provisions étaient gelées et le chauffage avait été éteint. Une telle température tuerait facilement tout être vivant, sans parler des plantes. Ce n'est plus un appartement, mais un château de glace ressemblant à un congélateur. Soudain, une boîte de chocolat attire mon attention, et elle est pleine de calories. Le même chocolat que le gars a utilisé sa vie pour obtenir pour sa bien-aimée. Les mauvais souvenirs de Xiaoming se sont précipités dans la tête de Mo comme une marée de mer. La prochaine fois, il devrait acheter du chocolat d'une autre marque pour ne plus jamais y penser. Il prend une bouchée, mais se rend compte que rien ne change, ce n'est pas suffisant. Il va devoir manger davantage. Un désir animal prend le dessus. Il est incapable d'y résister. Mo, tel un animal sauvage, se jette goulûment sur le chocolat et mange non pas une barre à la fois, mais plusieurs à la fois, pratiquement sans les mâcher. Il est saisi par la sensation de se trouver sous un soleil brûlant, une sensation très chaleureuse. Tout ce qu'il ressent, c'est que c'est délicieux et qu'il réalise qu'il n'a pas la force de contrôler son appétit bestial. Soudain, les deux bandits que nous connaissons déjà apparaissent sur le pas de la porte. Ils s'étonnent que la porte de l'appartement soit ouverte, car le patron a prévenu que le locataire était parti dans l'autre monde. Le patron voulait couper le doigt du gamin pour ouvrir cette porte, raconte l'un des bandits. Est-ce qu'elle s'est ouverte toute seule? Les gars ne savaient visiblement pas à qui ils avaient affaire. Le rouquin a remarqué qu'il y avait beaucoup de provisions dans cet appartement. Au même moment, Mo avait déjà mangé suffisamment de chocolat pour générer de l'énergie, et même plus que ce dont il avait besoin. Le bandit a vu la silhouette d'un homme dans l'obscurité, mais on ne savait pas qui se tenait devant lui, et si cette personne avait ouvert la porte. Pendant ce temps, le docteur Zhu avait terminé une analyse complète de l'état de Mo. Que se passe-t-il à l'intérieur de lui? Un état actif, un processus inverse, affectant l'activité neuronale. Dans cet état, s'il gagnait trop de glycogène, quelque chose de terrible se produirait. L'un des bandits criait que tout dans cet appartement leur appartenait désormais, mais ils ne savaient pas encore ce qui les attendait. Mais Mo était déjà inarrêtable. Comme l'a dit le docteur Zhu, le glycogène a provoqué une certaine réaction. Le gars était hors de contrôle. Jusqu'à présent, les gars avaient nettoyé tous les appartements de l'étage. Ils ont commencé par l'appartement 401. Deux jeunes hommes ont déclaré que 80% des personnes qui ne sont pas rentrées chez elles sont mortes de froid. Sous l'effet de l'adrénaline, ils ont pris un crochet pour ouvrir la serrure, l'ont inséré et par une simple manipulation, ont ouvert la porte. La porte s'ouvrit, les garçons poussèrent des cris de joie et entrèrent. Ils avaient leur propre rituel, ils se frappaient du poing, montrant le plaisir de ce qui se passait. L'appartement contenait de l'eau, de la nourriture et de l'argent, juste ce dont ils avaient besoin. Appartement suivant numéro 402, le plan d'action est exactement le même. Crochetage de serrure, effraction, vol de fournitures. La porte s'ouvre. Les bandits voient la même chose, de la nourriture, de l'eau et de l'argent. L'homme aux cheveux roux remarque qu'à ce rythme-là, ils seront bientôt riches. Tout se passe bien. L'appartement suivant, le plan est exactement le même, tout selon le schéma élaboré. Mais cette fois-ci, il s'est avéré que l'appartement était vide.
mais cela ne les a pas empêchés de se réjouir du cambriolage réussi. Appartement 404, tout comme prévu, un crochetage de serrure, une effraction et… quelque chose ne va pas. Il y a peut-être une erreur dans cet appartement. Erreur 404, appartement non trouvé. Les gars ont dit qu'ils avaient compris et sont allés cambrioler l'appartement suivant. Il y a 72 heures. La scène de l'accident. Le docteur Zhu regarde les restes de quelque chose d'incompréhensible après la situation avec le garde et le monstre. Elle se demande ce qui s'est passé ici et est déterminée à le découvrir. Une substance d'origine inconnue a attiré l'attention de la jeune fille. Elle a rassemblé le matériel dans un sac pour l'emporter pour faire des recherches. Dans son champ de vision latéral, le médecin a remarqué une caméra de sécurité. Très probablement, elle devrait regarder les images et découvrir la vérité par elle-même. À cette époque, des signaux de danger étaient transmis par haut-parleurs, accompagnés de demandes de distribution rationnelle des provisions. Le signal était très fort, tellement fort que tout le monde pouvait l'entendre. Dans l'un des appartements se trouvait un couple avec un petit enfant. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. Madame Fang était également dans son appartement. La diffusion à la télévision avait été interrompue. Les bandits transportaient le garde de sécurité, inconscient, dans une pièce à l'arrière. L'homme aux cheveux roux remarqua que le vieil homme était plutôt lourd. Son collègue lui rappela que le patron lui avait ordonné de surveiller également la chaudière. Désormais, l'ensemble de l'immeuble doit lui payer un petit tribut en échange du chauffage des appartements, telle était sa condition. L'un des voisins, un oncle barbu avec une bouteille à la main, se tient sur le pas de la porte et dit que le vieil homme semble avoir perdu la tête. Un collègue plus jeune dit que cela ne ressemble pas du tout à son partenaire. Lou Delong s'adresse aux habitants sur haut-parleur, demandant qu'on prête attention à son message, pour que tout le monde se rende compte de la gravité de la situation. Il posa son doigt sur le levier chargé de faire fonctionner le haut-parleur via le système de sonorisation. Bandit a déclaré qu'il éteindrait simplement le chauffage de tout le monde pour conserver les ressources et à désactiver les communications. Le côté obscur de Mo, qui lui donne des super-pouvoirs, s'est retrouvé devant le côté lumineux du jeune homme, qui a été laissé quelque part derrière. Le côté lumineux du gars ne savait pas à quoi s'attendre de ce dialogue. Le côté obscur du gars commence la conversation en demandant si le côté lumineux le déteste. Il semblerait que la dernière chose qui restait de bon chez cet homme soit sous clé. Néanmoins, cette partie de sa personnalité est arrivée déconcertée, ne réalisant pas de qui il parlait. Lou Delong. L'obscurité qui sommeillait en lui prononçait ce nom. Le côté lumineux le détestait-il? Ce nom a déclenché tout ce qui pouvait exister de négatif chez ce gars. Ses yeux sont devenus rouges et une incroyable explosion d'énergie était prête à éclater. La question semblait être plutôt rhétorique. Tout ce qu'il y avait de bon chez ce type s'est évanoui en un instant, ne laissant derrière lui que la haine et un désir brutal de s'occuper de ce bandit. Mo a soulevé l'homme dans les airs. Il était simplement submergé par des émotions négatives. Cela semblait être la fin de tout le bien qui lui restait jusqu'à présent. Il n'y avait plus de gentillesse envers ceux qui ne le méritaient pas. Les ténèbres avaient gagné. À la place de l'inconnu, Lou Delong lui-même est immédiatement apparu. Mo l'a clairement vu et entendu. Il a dit que la viande humaine avait le goût du bœuf, sauf qu'il n'en mangeait pas. Lou Delong va payer pour ça. Mo a jeté l'inconnu loin de lui de toutes ses forces. L'homme s'est envolé par la fenêtre et est tombé rapidement jusqu'à atteindre l'asphalte. Au fond, il y avait un groupe de personnes avec des sacs à dos. On aurait dit qu'ils exploraient simplement la région. L'un des membres du groupe a déclaré que l'homme était tombé jusqu'au 4e étage. Personne ne comprenait comment ni pourquoi cela s'était produit. Le gars aux cheveux verts était terrifié en voyant Mo tout déchiré sur le chemin de son objectif. Il avançait simplement avec une confiance absolue, remplie du pouvoir de la haine. Bandit ne savait pas exactement ce qui se trouvait devant lui, un monstre ou un extraterrestre, mais il était évident que ce n'était plus un humain. Il y avait une lueur brillante autour de lui, semblable aux aurores boréales que toute la ville avait vues avant l'apocalypse de glace. Le bandit s'est rendu compte qu'il n'avait aucune chance contre ce quelque chose. Il a néanmoins décidé de tenter sa chance. Il a sprinté et a fait tourner son club de golf, mais Mo était inarrêtable. Il avait vu le visage de Lou Delong partout, et dans ce cas-là aussi. Le type a couru droit vers le bandit. On dirait que rien ne s'est passé, mais c'est juste un échauffement. Coup de bâton, pas de coup. C'est comme si Mo avait disparu dans les airs et que le club avait juste touché l'air. Le bandit n'a même pas eu le temps de remarquer un quelconque mouvement de la part du gars. Il s'est retourné pour trouver son emplacement, mais même avec ses yeux, il était presque impossible de le suivre. Le jeune homme, envahi par la haine, appelait ostensiblement le bandit pour s'amuser. Il semblait prendre plaisir à le narguer.
Alors que le gars essayait de frapper Mo avec le club, le gars s'éloignait simplement dans la direction opposée, sans aucun effort. Une fois de plus, le coup de massue ne perça que l'air. Le jeune homme ne se souciait pas du tout des mouvements supplémentaires du bandit. En parcourant dans sa tête les mots de l'homme selon lesquels, si vous ne voulez pas dépendre des forts, vous deviendrez la proie des faibles, Mo a réalisé tout le potentiel de ses capacités. Pendant une fraction de seconde, c'était comme si le gars était absolument heureux de ce qui se passait et qu'il l'appréciait vraiment. Un simple clin d'œil, une seule seconde, une course rapide et une vitesse fulgurante, Mo a été changé à jamais. Il n'a pas hésité, il n'a pas eu peur, il savait ce qu'il voulait et a marché vers son but. Le bandit n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, alors que la main de Mo traversait l'espace à une vitesse supersonique, comme une épée très tranchante. Quelqu'un est soudainement apparu sur le pas de la porte de l'appartement. Il semblait s'agir d'une personne familière. Une voix de fille interpella le gars et le fit brièvement revenir à la réalité. C'était Xiao Ming. Mo se retourna pour voir si ses suppositions étaient justes. Qu'attendait-elle de lui? Xiao Ming a pointé une arme au contenu inconnu vers l'homme. Une seconde plus tard, la fléchette s'enfonça dans l'abdomen du jeune homme. C'était le docteur Zhu. Elle a assuré qu'il n'y avait aucun problème avec la fléchette, juste de l'insuline. Cela a fonctionné très rapidement. Le corps du garçon s'est relâché et a commencé à glisser lentement vers le sol. Le médecin a capté l'objet de son intérêt. Elle a utilisé l'insuline pour éliminer les calories supplémentaires et cela a fonctionné. Cependant, juste au moment où le gars commençait à tomber sous les effets de l'insuline et que sa vue de l'appartement apparaissait, elle pouvait voir la pièce. La pièce entière était jonchée de palettes de pousses de plantes diverses. Cela avait l'air vraiment très étrange, voire suspect. Le docteur Zhu voulait vraiment savoir ce qui se passait ici.